rendre avec le retard qu'on avait au début. Si tu peux donner 5 minutes, je suis preneur. Merci Jean-Pierre Favnec. Nous allons passer la parole à Claude Naon, qui est directrice du développement durable d'EDF et qui va nous parler de la complexité de la mise en place du développement durable et de sa nécessité incontournable. Merci. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de chiffres qui ont été présentés. Je ne vous présenterai pas de diaporama. Les enjeux ont été partiellement mis en évidence dans les propos précédents. On a beaucoup parlé de réduction des émissions de carbone ou des émissions de carbone ou de consommation, mais on a aussi parlé de crise économique et de crise financière. La tempête qu'on vient de voir sur le sud-ouest de la France me permet de mettre en évidence qu'il y a un deuxième très gros sujet lié au changement climatique, qui est l'adaptation au changement climatique, et que nos zones n'en sont pas du tout exemptes, et que le sujet du développement durable, c'est pas seulement le sujet de la réduction des émissions de carbone, même si ça m'a permis de le passer au COMEX d'EDF pour pouvoir parler de l'ensemble du sujet. J'ai parlé de carbone pour commencer. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça, et donc d'avoir conscience de ce qui se passe au niveau international. J'ai eu la chance de participer, d'être présente à Poznan, et c'est Poznan, et tout le monde le dit, est sur la route de Copenhague. Et il y a 4 blocs de discussion, et c'est extrêmement intéressant de se voir que ces 4 blocs de discussion, il y en a un, bien sûr, sur la réduction des émissions de carbone, il y en a un sur l'adaptation au changement climatique, il y en a un sur le transfert de technologie, et il y en a un sur le financement. Les industriels sont quand même assez concernés par l'ensemble de ces 4 blocs, quoi qu'on puisse en penser, même si on parle beaucoup du premier, qui est la mitigation, la réduction, les quotas de CO2, etc. Et je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Ce qui veut dire que tout c'est bien quelque chose qui va supposer un cadre politique très fort au départ. L'industriel va être un acteur parmi les autres, et il est extrêmement important. C'est également ce que j'ai ramené dans ma besace de Poznan. C'est l'importance du paquet énergie-climat français comme exemple politique très fort, avec, pour moi, 2 choses très, très nouvelles dans ce paquet énergie-climat que j'entends pas beaucoup citer, pourtant, pour moi, sont extrêmement importantes. C'est la notion d'économie de transition. On veut rentrer le coût du carbone dans notre économie, mais elle n'est pas faite pour ça. Donc il va bien falloir qu'on gère cette transition. On parle de changement de nos comportements, mais il va bien falloir aussi qu'on soit capable de prendre en compte. Donc une économie du carbone, ça suppose une transition. Et l'Union européenne a réussi à l'écrire dans son paquet énergie-climat en tenant compte de la situation des Polonais qui, eux, ont 94% de leur électricité qui est produite à partir du charbon. Comment peuvent-ils se développer? Ils sont très très loin d'avoir le niveau de développement qu'on a en France, donc ils ont besoin de créer des centrales électriques, et ils ont du charbon chez eux. Et comment peuvent-ils le faire si on ne prend pas en compte leur situation qui n'est pas la même que celle de l'Allemagne ou de la France par rapport à leur consommation, leurs besoins d'investissement et leurs émissions de carbone. Donc une économie de transition, c'est un premier point qui me semble très important. Et j'ai eu la chance de participer à un petit déjeuner avec quelques ministres de l'environnement et le Premier ministre polonais, dans lequel il a présenté cet apport du parquet énergie-climat, et c'est un des points importants pour les négociations internationales. Parce que tout à l'heure, on a cité la Chine et l'Inde. Il est évident que la Chine ne va pas arrêter de se développer parce qu'on a un problème climatique. Il est évident que le problème de l'Afrique n'est pas résolu parce qu'on a un problème climatique, voire bien au contraire. Donc, ces questions au niveau international, il va falloir les intégrer, et je pense que le paquet énergie-climat, la puissance, la force de cette décision par rapport le fait que d'abord elle existe et qu'elle est un accord entre pays, et ensuite parce que à l'intérieur de cet accord, il prend en compte la notion d'économie de transition et de situation différenciée entre les pays, c'est important. La deuxième chose, elle est un petit peu plus particulière par rapport à mon ambition sur l'adaptation au changement climatique. Quelque part, on avait l'habitude de dire que la réduction des émissions de carbone, c'était quelque chose de global, et que l'adaptation au changement climatique, c'était quelque chose de local. Il y avait que le PNUD pour dire à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire savoir que c'est global, c'est local dans les 2 cas. Bien sûr, c'est un problème global, mais il faut y avoir des applications très, très locales et politiques. Donc c'est d'où l'importance vraiment du rôle des politiques, et on le voit aussi à travers les green packages d'Obama ou la relance que l'on voudrait plus verte possible dans nos pays. C'est un enjeu important, et c'est bien exprimé par nos gouvernements. Moi, j'y mets un petit bémol en tant qu'électricien français.
parce que ça suppose une certaine visibilité de long terme quand on dit ça. Quand on dit ça, on dit visibilité de long terme parce qu'il va bien falloir qu'on fasse des bons investissements au moment. Et quand on regarde la situation du secteur électrique, même, je crois, du secteur énergétique, les enjeux d'investissement pour renouvellement de nos parcs ou pour des nouveaux investissements sont considérables. Et si on les fait maintenant, eh bien, on pourra pas, prendre en compte un certain nombre de choses si on n'a pas les bonnes incitations dès à présent. Or, la France nous a donné exactement l'exemple contraire avec les niveaux de quotas sur le secteur électrique depuis quelques années. On vient de les changer au bout d'un an. Après nous les avoir affectés l'année dernière, on vient de nous les réduire à nouveau. Donc si ça a aussi peu de visibilité, ça pose un problème en termes de stabilité et en termes de décision pour les entreprises. Ça se résume plus ou moins à une taxe sur l'électricité non répercutée sur les consommateurs, je vous rassure, en tant que consommateur. Mais cet engagement politique, il doit aussi être vigilant à un certain nombre de choses. Il doit être vigilant, à mon avis, à l'acceptabilité des dites politiques. Je le disais, on est bien loin d'une économie sans carbone. Si on se met à avoir une taxe carbone brutale, ou si on se met à intégrer le prix du carbone dans l'électricité, et qu'on se met à le rêver, comme on a pu l'entendre l'année dernière, à 50, 100 euros la tonne de carbone, on ne pourra pas le payer avec notre électricité. Ça sera plus qu'un doublement du prix de l'électricité aujourd'hui. Ça sera ce que on a appelé les windfall profits. Je vous rassure aussi, EDF a été très très vite condamné à y renoncer, mais pas son grand voisin allemand RWE. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet sur ce que les Anglais appellent affordability of energy. Si on veut intégrer les prix du carbone dans les prix de l'énergie, il va falloir que les gens puissent le payer. Et donc il va falloir qu'ils soient conscients que c'est un enjeu pour eux de le payer, parce qu'ils votent. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord avec ces politiques, comment allons-nous les rendre acceptables? Donc, il y a un vrai enjeu d'acceptabilité des politiques climatiques, je pense. Ça veut dire que ceci, c'est masqué pour le moment et à court terme par des régulations des prix de l'énergie qui permettent de ne pas le voir, mais cette question, elle doit être posée. D'ailleurs, elle est posée, je pense, dans un certain nombre d'enceintes aujourd'hui, mais elle est très clairement posée au Royaume-Uni. Elle commence à l'être en France aussi. Ces politiques, elles vont devoir aussi, on l'a dit, impliquer des changements très 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 lourds et les encourager dans nos comportements. Et ça ne va pas être si facile que ça, je pense, de changer nos habitudes, de déplacement, d'aller un peu moins au bureau et d'avoir un peu plus de travail à distance, par exemple. C'est facile pour un chef d'accepter que ses collaborateurs travaillent à distance. C'est tellement mieux de les avoir sous la main. Peut-être que ça ferait des économies d'énergie. C'est une réponse à votre incompressibilité de la consommation transport domicile-travail. Il y a des idées qui peuvent être tout simplement d'aller un peu moins sur son lieu de travail et de travailler un peu plus à distance. Mais tout ça, ça va supposer des vrais bouleversements dans nos modes de fonctionnement. Et ça, il va falloir les accompagner par de l'éducation et de la formation. Et puis, ça va imposer, ça a été dit pas mal, une véritable évolution des mix énergétiques et en particulier du mix électrique avec, vous ne serez pas surpris que je le dise, un appel renforcé au nucléaire et aux énergies renouvelables. On ne pourra pas esquiver le débat sur l'acceptabilité de ce renouveau du nucléaire dans le monde. On ne pourra pas non plus se priver dans le monde du débat sur l'hydroélectricité durable. Aujourd'hui, en Afrique, seulement 7% du potentiel hydroélectrique est exploité. La Chine a aujourd'hui quelque chose comme 150 gigawatts installés, un potentiel de 600. Ils ont l'intention de passer à 300 ou 400 gigawatts dans les 10 ans qui viennent. C'est un vrai débat sur l'acceptabilité d'une hydroélectricité durable, c'est-à-dire d'une hydroélectricité qui prenne en compte un certain nombre d'enjeux de développement durable, un peu à l'image de ce qu'on essaye de faire avec un certain succès, je crois, sur notre barrage que nous sommes en train de construire au Laos, sur le site de Nam Dön, où on consacre à peu près 15% des dépenses de construction à tous les enjeux sociaux et environnementaux de la zone.
Il faudra bien sûr continuer à aider les énergies renouvelables et au passage, là aussi, ça veut dire que dans nos pays comme l'Europe, il faudrait peut-être arrêter de les réduire et non pas, je parle de l'hydroélectricité et non pas l'augmenter. On est très très loin de les augmenter, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui. Et puis ces politiques, elles vont nécessiter au niveau global de revoir un certain nombre de mécanismes, comme les mécanismes de développement propre. Je pense qu'il va falloir réfléchir comment est-ce qu'on finance dans les pays en développement des technologies peu émettrices de carbone, que ce soit l'efficacité énergétique ou la grande hydraulique. Aujourd'hui, les mécanismes de développement propre ont un petit peu du mal à rentrer dans ces dispositions. Et puis, il va falloir travailler sur des mécanismes de gouvernance, en particulier sur certains sujets, comme par exemple le fonds d'adaptation. L'adaptation au changement climatique, c'est aujourd'hui un fonds. Ce fonds pose quelques problèmes de gouvernance et savoir comment est-ce qu'on va attribuer des aides aux pays qui en ont besoin. Ce sera un vrai sujet et c'est un sujet qui est aujourd'hui sur les tables de négociation. Et puis, il faudra voir comment on met en place des nouveaux systèmes de financement dans ce cadre. Et puis enfin, et c'est pas négligeable, je pense qu'il va falloir repenser nos processus de décision. Je crois qu'on est aujourd'hui beaucoup avec des boîtes noires qui nous disent qu'il faut décider à la sortie avec des modèles assez certains. Il va falloir qu'on reprenne l'habitude de décider en avenir complètement incertain, puisque le climat est instable. Et que les crises sont pas tout à fait celles qu'on attend en permanence. Donc je crois qu'on va avoir un vrai sujet sur l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans nos processus de décision. Quelque chose que j'aime bien présenter comme le passage de la résistance à la résilience pour la conception de nos infrastructures. C'est pas aussi simple que ça, on verra ce que ça peut vouloir dire, mais je pense que c'est intéressant. Alors quel rôle pour un industriel comme nous par rapport à ça? Moi, je voudrais dire et redire qu'un industriel ne fait que contribuer au développement durable. Je m'oppose à un certain nombre de mes collègues directeurs développement durable qui parlent du développement durable de leur entreprise. C'est pas le sujet. L'entreprise, elle peut durer s'il n'y a plus de société autour, c'est pas très intéressant. C'est notre contribution qui est importante. C'est comment nous sommes un acteur du développement durable. Nous sommes évidemment un acteur de la lutte contre le changement climatique, mais aussi un acteur de la création d'emplois et de la création de valeur. Et le développement durable, c'est bien un changement de modèle économique. Et les entreprises sont bien entendu concernées par ce sujet. Elles contribuent au développement des territoires et au développement durable des territoires dans lesquels elles sont implantées. Mais c'est important aussi, le développement, il ne sera durable que s'il est économique, que s'il est soutenable, que s'il est réellement dans notre business. Autrement dit, en ce qui concerne les entreprises, il s'agit quelque part d'un changement de business model. Un changement de business model, c'est un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de la Californie, où ils ont mis en place une régulation telle que les entreprises ont changé leur business model. C'est pas l'inverse, c'est la régulation qui a fait changer l'entreprise. Ce qui se passe aussi chez nous, mais qui n'est pas possible en Allemagne, puisqu'on vient les députés allemands sont en train d'interdire ce changement de business model à nos collègues allemands, tandis que nous avons introduit aujourd'hui des objectifs d'efficacité énergétique chez tous nos commerciaux. C'est une révolution culturelle au sein de l'entreprise. Ça fait maintenant 2 ans. Tous nos commerciaux ont un objectif d'efficacité énergétique. Donc, on est en train de changer le business model de l'entreprise. Et évidemment, c'est d'autant plus facile qu'il y a les bonnes incitations politiques pour le faire. Il faut aussi que nous puissions, en tant qu'entreprise, contribuer à la définition des cadres incitatifs qui permettent le déploiement des bonnes technologies disponibles. C'est ce qu'on essaie de faire au sein d'un certain nombre de groupes internationaux comme le WEC ou le WBCSD. Et je vous incite à aller voir un document qui s'appelle Power to Change, que nous avons rédigé avec un certain nombre de nos collègues électriciens, dont Gaz de France Suez en France, mais Eskom en Afrique du Sud. Alors, juste un mot pour dire que, en conclusion, on parle beaucoup de l'électricité parce que l'électricité dans le monde, c'est 40% des émissions de carbone. En France, c'est beaucoup moins, c'est 10% grâce au mix français. Mais il faut avoir en tête que l'électricité, qui est une partie du problème, devrait permettre de réduire nos émissions de carbone demain en déplaçant les consommations fossiles. Alors ceci, ça suppose de faire appel aux technologies peu émettrices de CO2 d'ores et déjà, c'est-à-dire, on l'a déjà dit, le nucléaire et les énergies renouvelables,
Ça veut dire de développer des nouveaux usages de l'électricité. Ça veut dire travailler sur les véhicules. Un exemple comme ça. En fait, d'ores et déjà, on met une voiture électrique en Allemagne, on fait des économies de carbone. C'est très 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 rapide en fonction du mix carboné. Il faut développer les pompes à chaleur, bien sûr. Et puis les entreprises, elles doivent travailler avec les pouvoirs publics sur l'innovation, parce qu'il y a des paris qui comportent des parts de risque que les entreprises ne peuvent pas prendre seules. Et il faut développer des partenariats publics-privés pour permettre l'émergence de technologies qui sont fortement prometteuses, comme par exemple la capture et la séquestration du carbone, qui nécessitent aujourd'hui des partenariats publics-privés que les entreprises ne peuvent pas lancer seules parce qu'on est encore trop loin de l'achèvement de la technologie. Mais c'est aussi vrai pour la génération 4 du nucléaire ou pour des nouvelles renouvelables. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a un rôle pour chacun des acteurs. Je pense que la crise financière a permis de le rappeler. Il y a un rôle pour chacun des acteurs. Les entreprises agissent dans un cadre qui est parfaitement bien défini et elles peuvent contribuer à le mettre en place en fonction de leur connaissance de la technologie et des marchés. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur cette crise.